Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation ou notre cours de la fiscalité et coopération internationale. Et aujourd'hui, nous allons aborder le module 5 de ce cours qui porte sur la fiscalité des multinationales ainsi que les prix des transferts. Sur le premier point, nous allons aborder premièrement la définition ainsi que les enjeux des prix des transferts. Alors, concernant la définition des prix de transfert, qu'est-ce qu'on peut retenir par là? Les prix de transfert sont tout simplement les prix auxquels les biens, soit les services ou actifs incorporels, comme par exemple les brevets, les marques, les savoir-faire, sont échangés entre des entreprises associées ou liées au sein d'un même groupe. Et ce groupe-là, c'est un groupe évidemment multinational. Alors, ces prix de transfert, d'une manière générale, doivent refléter les conditions des marchés, c'est-à-dire être comparables à ceux pratiqués entre des entreprises indépendantes ou des entreprises qui ne sont pas liées ou des entreprises non multinationales. Alors, qu'est-ce qu'on veut sur le plan international concernant les prix des transferts? Selon les principes de pleine concurrence, ces principes stipulent que les transactions intra-groupes doivent se faire aux conditions du marché pour éviter les distorsions fiscales. Donc, les entreprises intra-groupes, les entreprises multinationales qui œuvrent ou bien qui opèrent sous forme des entreprises du même groupe doivent appliquer leurs transactions en fonction du prix du marché, en fonction du prix des autres entreprises non liées dans un même groupe. C'est ce que veut ce principe de pleine concurrence. Et cela peut tout simplement éviter les distorsions fiscales ou les problèmes ou les désharmonies sur le plan fiscal. Alors, quels sont maintenant les enjeux relatifs au prix des transferts? Avant d'aller plus loin, ce que vous devez d'abord savoir, en parlant des enjeux, on fait tout simplement allusion au risque ou soit à l'impact, n'est-ce pas, que le prix des transferts peut entraîner. Et ce que nous devons retenir, les prix des transferts peut avoir comme risque, comme impact en termes d'enjeux, n'est-ce pas? Et cela peut se répercuter soit sur le plan économique, soit sur le plan fiscal, ou soit sur le plan politique. Maintenant, le premier enjeu qu'on peut évoquer, que le prix des transferts peut entraîner, c'est l'érosion de la base fiscale ainsi que les transferts des bénéfices. Alors, ce que nous devons retenir à cet endroit, l'enjeu principal, n'est-ce pas, est lié à la capacité des multinationales à utiliser évidemment les prix des transferts pour transférer d'une manière artificielle des bénéfices vers des juridictions fiscales à faible imposition, et cela peut conduire tout simplement à une érosion de la base fiscale dans les États où les activités économiques réelles sont exercées. Alors, cela peut se faire soit à travers des pratiques comme la sous-évaluation ou soit la surévaluation des transactions intra-groupes. Ok? C'est de cette manière que la distorsion de la base imposable peut être réalisée à travers les prix des transferts. Alors, on peut vous donner maintenant le contexte des pays en développement ou les pays sous-développés. Comment est-ce que les prix de transfert peuvent entraîner
l'érosion de la base fiscale ainsi que les transferts de bénéfices. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Les économies, par exemple, comme celle de la RDC, sont fortement dépendantes des revenus fiscaux pour financer leurs infrastructures et services publics. Cependant, avec des régimes fiscaux moins sophistiqués, ces pays sont souvent victimes, n'est-ce pas, du transfert des bénéfices vers des paradis fiscaux. Alors, les ressources naturelles comme les mines, le pétrole, et ainsi de suite, n'est-ce pas, attirent souvent des grandes multinationales qui peuvent facilement manipuler, n'est-ce pas, les prix des transferts pour déclarer des bénéfices dans des pays, n'est-ce pas, à fiscalité favorable, et cela va priver tout simplement les pays extracteurs de ces minéraux ou bien de ces pétroles, n'est-ce pas, des recettes importantes. Ça, c'est dans le contexte des pays sous-développés. Donc, dans le contexte des pays sous-développés, le prix des transferts peut entraîner des conséquences très exagérées parce que ces pays-là sont dépendants beaucoup plus des recettes fiscales pour couvrir ce qu'on peut appeler les charges publiques, n'est-ce pas? Alors, si il y a des multinationales qui utilisent les prix des transferts afin de réduire les recettes fiscales dans les pays en développement, cela peut entraîner des impacts négatifs dans ces pays-là. Et souvent, ces phénomènes s'observent dans les secteurs extractifs, dans les secteurs miniers, dans les secteurs pétroliers, ainsi de suite. Alors, on peut vous donner un exemple concernant la manière dont les prix de transfert peut entraîner l'érosion ainsi que les transferts de bénéfices. L'érosion ici, nous faisons allusion à l'érosion ou à la réduction de la base fiscale ou de la base imposable. Alors, prenons un exemple maintenant concernant les prix de transfert qui peut entraîner soit l'érosion de la base fiscale ou soit le transfert des bénéfices. Alors, admettons qu'il y a une entreprise minière multinationale basée en RDC et cette entreprise pourrait vendre des minéraux à une filiale, n'est-ce pas, de distribution, ok? Et cette filiale de distribution est située dans un paradis fiscal à un prix nettement inférieur, par exemple, à la valeur des marchés. Alors, la filiale réalise au fait, n'est-ce pas, des ventes à prix élevés sur les marchés internationaux. Ainsi, les profits qui auraient dû être imposés en RDC sont maintenant déplacés vers un paradis fiscal. Et cela va faire quoi? Cela va réduire maintenant les recettes fiscales de ces pays-là. Donc, s'il adviendrait qu'en RDC, nous avons une filiale, n'est-ce pas? Et cette filiale multinationale qui œuvre dans le secteur minier et que cette filiale a réalisé quelques produits comme les minéraux à vendre, n'est-ce pas, pour avoir les recettes, n'est-ce pas? Et une fois que cette filiale a vendu ces minéraux à une autre filiale se trouvant dans un pays à paradis fiscal, alors, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder si la filiale vend les minéraux à un prix inférieur au prix du marché, cela va entraîner, n'est-ce pas, en RDC un problème de réduction des recettes fiscales parce que si la filiale vend les minéraux à une autre filiale se trouvant à l'étranger à un prix inférieur, en d'autres termes, cette filiale se trouvant en RDC va enregistrer moins de revenus imposables. Et s'il y a moins de revenus imposables, cela veut dire que, n'est-ce pas, l'administration fiscale va enregistrer peu de recettes. Alors, deuxième enjeu du prix des transferts, c'est quoi? C'est la planification fiscale agressive ainsi que la concurrence fiscale déloyale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Nous devons savoir que
les multinationales peuvent optimiser leurs structures fiscales en utilisant les prix de transfert pour minimiser leurs charges fiscales globales. Et cela va créer alors une concurrence déloyale entre les grandes entreprises qui bénéficient d'outils sophistiqués pour réduire leurs impôts, mais les PME locales maintenant, qui elles sont généralement soumises aux règles fiscales standards, seront préjudiciées, seront pénalisées. Donc, il peut arriver à un moment, lorsque les entreprises multinationales, et souvent ce sont des grandes entreprises, si ces entreprises réalisent ce qu'on appelle les prix de transfert qui ne respectent pas les prix de la pleine concurrence, cela va faire comment? Cela va pousser ces grandes entreprises multinationales à payer moins d'impôts parce que ces entreprises vont soit minorer leur base imposable compte tenu de la stratégie du prix de transfert qui va soit réduire les recettes ou soit augmenter leurs dépenses en termes de charges, et cela va pousser à ces entreprises de payer moins d'impôts. Mais pour les autres entreprises comme les petites et moyennes entreprises locales, ces petites et moyennes entreprises n'auront pas la possibilité, n'est-ce pas, de réaliser ce que nous appelons ici les prix de transfert. Donc, ces entreprises ne seront pas à mesure de faire une planification fiscale agressive du fait qu'il n'y a pas de transactions relatives au prix de transfert. Et comme conséquence, ces entreprises vont payer beaucoup d'impôts par rapport aux entreprises multinationales. Alors, cela peut entraîner ce que nous appelons ici une concurrence fiscale déloyale. En d'autres termes, si une entreprise minière multinationale a bénéficié d'une planification fiscale abusive ou agressive, cette multinationale peut, n'est-ce pas, peut-être vendre tout ce qui est comme produit à un prix abordable du fait que cette entreprise n'a pas payé assez d'impôts, mais l'autre PME locale du même secteur qui ne réalise pas ce genre de pratiques afin d'optimiser ou de faire une planification fiscale agressive, cette PME ou cette entreprise locale va payer beaucoup d'impôts. C'est de cette manière-là que l'entreprise locale, peut-être, elle peut avoir un problème pour la fixation du prix parce qu'elle ne peut pas savoir comment réduire les prix au moment où elle a supporté beaucoup de charges. Mais l'autre entreprise multinationale, vu qu'elle a bénéficié des avantages relatifs à la planification fiscale agressive, elle peut jouer soit sur son prix pour concurrencer les entreprises locales qui n'ont pas eu cette possibilité de jouer sur la planification fiscale abusive ou tout simplement à l'optimisation fiscale de leurs charges. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette concurrence fiscale déloyale. En un mot, la concurrence fiscale déloyale peut apparaître lorsque il y a les entreprises multinationales qui bénéficient des avantages relatifs à la planification fiscale agressive. Cela peut aider à ces entreprises, n'est-ce pas, de concurrencer les autres entreprises locales qui ne bénéficient pas de ces avantages-là. Alors, soit ces entreprises peuvent fixer les prix de leurs biens qui seront revus à la baisse, mais pour les entreprises locales ne peuvent pas réduire leurs prix du fait que ces entreprises payent les impôts d'une manière standard ou soit selon la fiscalité du droit commun. On peut également vous mettre dans le contexte des pays africains comment est-ce que la planification fiscale agressive peut entraîner au fait la concurrence fiscale déloyale entre les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Admettons que les multinationales, n'est-ce pas, grâce alors à leurs ressources et expertise, parviennent par exemple à naviguer dans les systèmes fiscaux et à utiliser les prix de transfert pour optimiser leurs charges fiscales. L'optimisation des charges fiscales revient tout simplement à réduire, n'est-ce pas, le paiement des impôts
dans la légalité. En d'autres termes, lorsque les entreprises parviennent à ne pas payer assez d'impôts tout en respectant la loi, c'est ce qu'on a appelé, n'est-ce pas, l'optimisation fiscale. Maintenant, les administrations fiscales en Afrique, comme même ici en RDC, n'est-ce pas, peuvent manquer par exemple des compétences techniques ou des outils pour détecter, n'est-ce pas, et contrer ce genre de pratiques sophistiquées en termes de prix de transfert. Et cela va aboutir, n'est-ce pas, à une distorsion du marché. Car les entreprises locales se retrouveront maintenant dans une position désavantageuse. OK? Et cela ne pouvant pas, par exemple, leur permettre de réduire leurs charges fiscales de la même manière que les multinationales. Ça, c'est dans un contexte africain où nous avons souvent des pays sous-développés. Alors, je vais maintenant vous donner un exemple pour bien vous expliquer comment est-ce que les prix des transferts peuvent entraîner une concurrence fiscale déloyale. OK? Alors, admettons que nous avons une société congolaise de fabrication de vêtements qui doit concurrencer, par exemple, une multinationale, peut se retrouver dans une situation désavantageuse, dans une situation inconfortable. Pourquoi? Parce que la multinationale, par exemple, pourrait facturer des droits de propriété intellectuelle sous forme de marques ou de brevets très élevés depuis une filiale basée dans un pays à faible imposition. Et cela va réduire tout simplement les bénéfices imposables dans les pays de production ou dans les pays de la source comme la RDC. Alors que l'entreprise locale va payer ses impôts en intégralité. Vous comprenez? Là, c'est très compliqué. Donc, il peut arriver, par exemple, nous avons des entreprises dans le même secteur, mais l'une de ces entreprises, c'est une multinationale qui a d'autres filiales dans d'autres États. Alors, si il y a une concurrence entre ces deux entreprises, la multinationale peut soit chercher, n'est-ce pas, à acheter ce qu'on appelle ici le droit de propriété pour commencer à fabriquer soit une marque quelconque ou soit pour avoir les brevets pour réaliser certaines opérations au niveau de la RDC. Alors, s'il s'agit des entreprises du même groupe, la multinationale se trouvant en RDC peut faire des arrangements avec l'autre multinationale se trouvant à l'étranger, de lui vendre, n'est-ce pas, les droits de propriété intellectuelle à un prix élevé. Or, si la filiale se trouvant en RDC va acheter les droits de propriété à un prix élevé, cela fera en sorte que cet achat-là, on peut les comptabiliser comme une charge ici du côté de la RDC. Et si le prix a été revu à la hausse sans pour autant tenir compte du principe de la pleine concurrence, cela peut entraîner en fait la réduction ou la baisse des revenus imposables en RDC. Et cette baisse peut conduire au paiement d'un impôt qui sera aussi revu à la baisse. Tandis que l'entreprise locale qui n'a pas cette possibilité de jouer sur les prix de transfert peut se retrouver dans une situation de payer les impôts en intégralité parce qu'elle n'a pas la possibilité en fait de jouer sur les prix de transfert. C'est comme ça que ça peut créer une concurrence déloyale. Et cette concurrence est tout simplement encouragée parce que la multinationale a joué sur les prix des transferts. Alors, troisième enjeu relatif, n'est-ce pas, au prix des transferts, c'est les risques de conflits avec les administrations fiscales. Alors, ce que nous devons retenir sur ce point, les pratiques de manipulation des prix de transfert peuvent entraîner des litiges coûteux avec les administrations fiscales des pays où les multinationales opèrent. Par exemple, lorsqu'un pays considère que les prix de transfert appliqués par une multinationale, par exemple, ne respectent pas les principes de pleine concurrence, il peut procéder, donc ce pays-là peut procéder à des ajustements fiscaux qui peuvent entraîner
des redressements sur le plan fiscal ou des amendes. Donc, il y a des pays qui sont déjà éveillés. Une fois que ces pays constatent qu'une multinationale a joué avec les prix des transferts sans pour autant respecter les principes de pleine concurrence, cela peut entraîner les conflits maintenant entre la multinationale ainsi que l'administration fiscale de ces pays-là. Et cela peut générer des conflits, cela peut conduire même à des sanctions, à des amendes ou à des redressements sur le plan fiscal. Les redressements sur le plan fiscal, ça fait tout simplement allusion soit à la correction d'un élément de la comptabilité ou soit à la correction de la base imposable qui n'a pas été bien évaluée. Alors, on peut également vous mettre dans le contexte spécifique ici en République démocratique du Congo concernant la manière dont, n'est-ce pas, les prix des transferts peuvent entraîner des risques de conflits avec les administrations fiscales. Admettons que la RDC, comme de nombreux autres pays africains, sont en train d'intensifier leurs efforts pour s'assurer que les multinationales payent leurs justes parts d'impôts là où elles sont en train de réaliser leurs opérations. Cependant, les administrations fiscales locales peuvent être soit confrontées à des difficultés pour détecter les manipulations des prix de transfert en raison soit du manque de ressources ou soit des formations ou des données comparables fiables. Cela peut conduire souvent à des désaccords ou à des discussions prolongées avec les entreprises. Ça, c'est le contexte de la RDC, voire même des autres pays africains. Il peut arriver que les pays africains ne sont pas capables de maîtriser tout ce qui est comme facturation intragroupe, transactions intragroupe, n'est-ce pas, compte tenu des manques de ressources ou des formations adéquates ou soit des données comparables fiables. Cela peut entraîner un conflit qui peut déboucher à des désaccords ou soit à des discussions prolongées entre les entreprises multinationales ainsi que les administrations fiscales. Et une fois que les administrations fiscales ne sont pas en mesure de maîtriser tout ce qui est comme transactions intra-groupes, ça peut conduire ces administrations fiscales à des pertes de recettes fiscales importantes. Et là, on peut vous donner l'exemple, par exemple, une multinationale active dans le secteur de l'énergie en RDC. Et cette multinationale peut soit déclarer des pertes dans les pays, c'est-à-dire en RDC, en raison des prix de transfert défavorables pour la RDC, et tandis que cette même filiale, située soit dans un autre pays à faible imposition, peut enregistrer des bénéfices très élevés. Maintenant, si l'administration fiscale congolaise identifie par exemple cette pratique malsaine, n'est-ce pas, elle peut engager maintenant un processus de redressement fiscal ou de la correction de la situation pour remettre la situation, n'est-ce pas, dans des conditions recommandées par la loi, n'est-ce pas? Et cela pourrait même entraîner des conflits. Et ça peut même arriver, n'est-ce pas, à provoquer des litiges judiciaires. Alors, c'est comme ça que vous devez comprendre. Parmi les enjeux des prix de transfert, il y a l'enjeu relatif au risque de conflit avec les administrations fiscales. Si une administration fiscale réalise que une multinationale n'applique pas les prix de la pleine concurrence, cette administration fiscale peut procéder à la correction de la situation et cette correction peut impliquer des amendes ou des sanctions à cette multinationale et cela peut pousser les deux parties à des tiraillements, à des discussions, à des désaccords qui peuvent également provoquer beaucoup de litiges, voire même judiciaires. Alors, un autre enjeu que nous pouvons vous partager, c'est l'enjeu relatif au coût de la conformité et complexité administrative. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par ici?
pour se conformer, donc les multinationales, pour se conformer aux exigences, par exemple, des différentes législations fiscales sur les prix des transferts, parce que chaque État a déjà élaboré des législations fiscales sur les prix des transferts. Alors, afin de se conformer à cela, les entreprises multinationales doivent produire une documentation détaillée, n'est-ce pas, prouvant que les prix pratiqués dans leurs transactions intragroupes respectent les principes de pleine concurrence. Et ce processus de conformité est souvent complexe et coûteux car il implique des analyses, par exemple, économiques approfondies et l'utilisation de données comparables. Cela augmente les charges administratives des entreprises. Alors, pour synthétiser ces points, qu'est-ce qu'on peut vous dire par là? Il peut arriver que les entreprises multinationales ont la tendance ou bien ont la volonté de se conformer, n'est-ce pas, au prix de la pleine concurrence ou bien au principe de la pleine concurrence pour réaliser leurs transactions selon les prix du marché. Et ces entreprises peuvent avoir cette volonté, mais cette manière de faire, de se conformer, peut entraîner au fait des dépenses énormes parce que les entreprises doivent chercher des experts pour analyser est-ce que ce prix de transfert qu'on a utilisé respecte au fait tout ce qui est prévu selon la législation liée au prix de transfert. Là, ça doit demander une documentation approfondie qui peut amener d'autres aspects économiques et consorts. Et cela peut coûter cher à ces entreprises parce que ces entreprises peuvent soit payer de l'argent pour les experts qui vont réaliser ces analyses-là relatives au prix de transfert, soit ces entreprises peuvent voir des cabinets, des experts comptables et consorts afin de vérifier si les prix qu'ils ont ou qu'elles ont appliqués respectent les principes de pleine concurrence. Donc, cela peut entraîner un enjeu qui peut gonfler les charges administratives ou les charges d'exploitation de ces entreprises multinationales. Et comme conséquence, les entreprises peuvent fuir de venir investir, par exemple, en RDC, du fait que la RDC a insisté à ces entreprises de présenter une documentation détaillée prouvant que les prix de transfert qu'ils pratiquent, n'est-ce pas, dans leurs transactions intra-groupes, respectent les principes de pleine concurrence. Alors, on va également vous mettre dans le contexte des entreprises en RDC. Ce qu'on peut retenir ici, les entreprises locales affiliées à des groupes multinationaux peuvent se retrouver accablées par la nécessité de se conformer aux règles complexes sur les prix de transfert imposés par les administrations fiscales. Et cela peut représenter un obstacle pour attirer les investissements étrangers, car la gestion des prix de transfert devient un enjeu coûteux pour les multinationales qui opèrent dans les pays. Donc, si les entreprises réalisent que tout ce qui est comme règles ou tout ce qui est comme législation relative au prix de transfert commence à coûter, commence à entraîner des dépenses, commence à entraîner des charges administratives élevées, les entreprises multinationales peuvent voire même commencer à fuir pour ne pas venir, n'est-ce pas, se noyer pour rien. Alors, on peut vous donner les résumés des enjeux pour les cas de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir sous forme de résumé? Nous devons savoir ceci. Les prix de transfert sont, n'est-ce pas, un sujet de préoccupation majeure pour des pays comme la RDC, où les multinationales jouent un rôle clé dans des secteurs cruciaux, comme par exemple les ressources naturelles, n'est-ce pas? Alors, les pratiques de manipulation des prix de transfert peuvent éroder la base fiscale, privant ainsi les pays des recettes nécessaires au développement. Alors, les principaux défis
pour les autorités fiscales congolaises est de renforcer tout simplement leur capacité à surveiller et à contrôler ces pratiques, tout en créant évidemment un environnement attractif pour les investissements étrangers. Alors, l'OCDE ainsi que d'autres organismes internationaux encouragent les pays en développement à adopter des mécanismes de contrôle rigoureux pour s'assurer que les multinationales payent leur juste part d'impôts et à mettre en place des politiques fiscales adaptées à leur contexte local. Ça, c'est le résumé, n'est-ce pas, dans le contexte congolais. Le résumé des prix de transfert dans le contexte congolais. Maintenant, un autre point important, c'est relatif à la législation internationale en matière des prix de transfert. Et là, on va se référer aux règles établies par l'OCDE. Donc, il est important de connaître aussi qu'est-ce que la législation internationale a déjà prévu au fait concernant les prix de transfert. Ici, ce que nous devons savoir, les règles internationales sur les prix de transfert sont principalement encadrées par les principes directeurs de l'OCDE. OK? Et ces règles s'appliquent aux entreprises multinationales et aux administrations fiscales pour éviter les abus. Maintenant, les principes clés des règles de l'OCDE sont, premièrement, nous avons le principe de pleine concurrence. Vous connaissez déjà c'est quoi le principe de pleine concurrence. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Il faut que les transactions entre entreprises liées doivent être réalisées aux conditions qui auraient prévalu entre les entreprises indépendantes opérant dans les circonstances comparables. Les entreprises indépendantes ici, ce sont des entreprises qui ne sont pas liées dans un même groupe. Ce sont des entreprises non multinationales. Deuxième principe, selon l'OCDE, c'est le principe de la documentation des prix de transfert, n'est-ce pas? Selon l'OCDE, l'OCDE exige que les multinationales fournissent une documentation détaillée, n'est-ce pas, qui prouve que leurs prix de transfert respectent les principes de pleine concurrence. Et cette documentation doit inclure maintenant une analyse économique rigoureuse ainsi qu'une description complète des transactions intra-groupes. Nous avons un autre principe, donc le troisième principe, c'est le principe, n'est-ce pas, relatif aux accords de prix anticipés. Alors, ce principe stipule que les entreprises peuvent conclure des accords avec les autorités fiscales pour définir à l'avance les méthodes de détermination des prix de transfert qui vont réduire au fait, n'est-ce pas, les risques de litiges futurs. Ce sont là les trois principes sur la législation internationale en matière de prix de transfert selon l'OCDE. Donc, selon l'OCDE, cette législation internationale doit se référer sur trois principes pour essayer un peu de réglementer la situation des prix de transfert réalisés par les entreprises intra-groupes. Premièrement, il faut appliquer les principes de pleine concurrence. Deuxièmement, il faut appliquer les principes de documentation des prix de transfert. Donc, chaque multinationale doit montrer comment elle a réalisé son prix de transfert à travers une documentation réelle qui peut convaincre les administrations fiscales locales concernant les prix ou la fixation des prix de transfert. Troisièmement, soit les administrations fiscales peuvent conclure des accords de prix anticipés avec les multinationales. Et dans ces accords, on peut montrer au préalable comment est-ce que les multinationales peuvent déterminer les prix de transfert et cela peut réduire tout simplement des risques ou des litiges
dans l'avenir. Alors, on va maintenant terminer pour vous montrer quelles sont les méthodes de détermination des prix des transferts. Selon l'OCDE, l'OCDE recommande plusieurs méthodes pour la détermination des prix de transfert, dont voici les principales méthodes. Nous avons premièrement la méthode des prix comparables sur les marchés libres. Alors, cette méthode va tout simplement comparer les prix, n'est-ce pas, de la transaction intragroupe avec un prix pratiqué, n'est-ce pas, entre entreprises indépendantes pour un bien ou soit un service similaire. Et la particularité de cette méthode se base sur, n'est-ce pas, les comparaisons directes des prix. On peut comparer les prix, n'est-ce pas, pratiqués par les entreprises intragroupes ainsi que les prix que les entreprises indépendantes vont utiliser. Alors, on peut vous donner un exemple. Admettons qu'une société X qui va vendre soit du pétrole à sa filiale en RDC, n'est-ce pas? Et cette société va maintenant comparer ses prix avec celui pratiqué entre des sociétés indépendantes du même secteur. Là, on applique, n'est-ce pas, la méthode des prix, des prix comparables sur les marchés libres. Alors, comment maintenant on peut déterminer les prix des transferts moyennant cette méthode? Alors ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous devons retenir que si les prix de vente, n'est-ce pas, internes, donc entre les entreprises du même groupe, est plus élevé ou plus bas que celui du marché, cela veut dire qu'il y aura un ajustement, n'est-ce pas, qui sera fait pour faire respecter tout simplement les principes de pleine concurrence. La deuxième méthode maintenant, c'est la méthode du prix de revient majoré. Cette méthode veut quoi? Cette méthode consiste tout simplement à ajouter une marge bénéficiaire, n'est-ce pas, au coût de revient du produit ou service fourni par l'entreprise liée ou par une entreprise multinationale. Et cette méthode convient tout simplement aux fournisseurs, n'est-ce pas, des biens ou soit des services intra-groupes. Lorsqu'il y a un fournisseur qui va vendre, n'est-ce pas, à une autre entreprise multinationale, là, on peut utiliser la méthode des prix, n'est-ce pas, des reviens majorés. Alors, on peut vous donner un exemple. Admettons que nous avons une entreprise nommée ou intitulée Groupe Indice RDC. Donc, Groupe Industriel RDC, n'est-ce pas, qui fabrique des pièces automobiles et les vend à sa maison mère, mais elle ajoute une marge de 15% sur son coût de fabrication. C'est ça une manière aussi de déterminer, n'est-ce pas, les prix de transfert. On peut ajouter une marge bénéficiaire quelconque sur les coûts de fabrication, bien sur les coûts de revient. Maintenant, ici, le prix des transferts sera maintenant égal au coût de production plus la marge bénéficiaire. Donc, si l'administration fiscale va vérifier si l'entreprise a respecté cette méthode de détermination, n'est-ce pas, des prix de transfert, on doit regarder si l'entreprise a augmenté une marge bénéficiaire sur les coûts de revient ou sur les coûts de production. Maintenant, une autre méthode qu'on peut utiliser pour déterminer, n'est-ce pas, les prix de transfert afin d'éviter le conflit avec les administrations fiscales, c'est la méthode des prix de revente. Cette méthode consiste tout simplement à déduire la marge de revente du prix auquel le bien ou service est revendu à un tiers. Et cette méthode s'applique, n'est-ce pas, aux distributeurs ou aux revendeurs. Prenons par exemple le cas d'une entreprise ou d'une société qu'on peut nommer Technologie Distribution RDC qui achète, n'est-ce pas, des smartphones de sa maison mère et puis pour les revendre par exemple à des clients finaux.
Alors, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut déterminer, n'est-ce pas, les prix des transferts pour éviter les conflits? Dans ce cas, les prix des transferts seraient égaux au prix des ventes, n'est-ce pas, au client final, moins la marge, n'est-ce pas, des reventes. Prenons par exemple, si on a fixé la marge de revente à 20%, n'est-ce pas, et que les produits en question pouvaient être vendus à un prix X, il faut déduire la marge bénéficiaire de 20% qu'on a fixé afin de déterminer les prix de transfert réels par la méthode des prix de revente. Donc, concernant la méthode des prix de revente, il faut vendre les biens sans pour autant y mettre la marge bénéficiaire. Alors, on peut également vous donner une autre méthode pour déterminer les prix de transfert. C'est la méthode transactionnelle de la marge nette. Cette méthode compare tout simplement la rentabilité nette d'une entreprise liée à celle d'entreprises indépendantes et similaires. Et la méthode en question se base sur la rentabilité globale plutôt que sur les prix d'un produit ou d'un service. Prenons l'exemple d'une société qu'on peut nommer Global Tech ou Technologie, ainsi que sa filiale se trouvant en RDC. S'il arrive que on a constaté la filiale, n'est-ce pas, revend des logiciels et a réalisé une marge bénéficiaire nette de 10%, alors que les entreprises indépendantes et similaires sur le marché ont réalisé une marge bénéficiaire de 12%. Cela peut déjà inquiéter, cela peut susciter la curiosité pour savoir comment est-ce que toi, multinationale, tu peux réaliser une marge bénéficiaire nette moins élevée par rapport aux autres entreprises indépendantes sur le marché. Alors, dans ces cas, qu'est-ce qu'on peut conclure pour déterminer les prix de transfert, n'est-ce pas? On va observer maintenant ici, on va se dire, si la marge, n'est-ce pas, nette de la filiale est inférieure à celle des entreprises indépendantes, cela signifie tout simplement que le prix de transfert fixé par la maison mère est trop élevé. Donc la maison mère avait vendu des logiciels, n'est-ce pas? Et la maison mère ici, c'est Global Tech. On va supposer que Global Tech avait vendu sciemment, n'est-ce pas, des logiciels à un prix élevé à sa filiale se trouvant en RDC pour que sa filiale puisse déduire, n'est-ce pas, tout ce qui est comme charge d'achat de logiciels, et cela peut entraîner la réduction de sa marge bénéficiaire. Voilà pourquoi cette entreprise a enregistré une marge bénéficiaire nette moins élevée. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tout simplement alors ajuster à la baisse. Il faut ramener à la baisse les prix auxquels la filiale a acheté réellement ces logiciels à sa maison mère afin de les revendre ici chez nous en RDC. Alors, la dernière méthode, c'est la méthode maintenant du partage des bénéfices. Et cette méthode répartit tout simplement les profits total d'une transaction entre entreprises liées selon évidemment leur contribution réelle à la création de valeur. Et cette méthode, n'est-ce pas, permet tout simplement d'appliquer une approche plus équitable lorsque plusieurs entités collaborent, n'est-ce pas, à générer un profit ou un bénéfice. On peut donner l'exemple toujours d'une société qu'on peut nommer Autotechnologie avec sa filiale se trouvant en RDC. S'il arrive que les bénéfices totaux de la vente des voitures, n'est-ce pas, réalisés par ces entreprises est de 5 millions de dollars et que la maison mère contribue à 70%, mais aussi la filiale a contribué, n'est-ce pas, à la hauteur de 30%. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour ces cas afin de déterminer les prix de transfert? Nous pouvons tout simplement dire les prix de transfert doivent être ajustés pour que chaque entité ou chaque entreprise reçoive une part équitable du profit. Parce que chaque partie, chaque entreprise
que ce soit la maison mère, que ce soit la filiale, tout le monde a contribué à la réalisation du profit. D'où le prix de transfert doit être ajusté pour chaque entreprise qui a contribué à la réalisation de ses profits. Alors, par exemple, la filiale ne doit pas non plus payer, n'est-ce pas, un prix trop élevé pour les voitures, n'est-ce pas, si elle a évidemment apporté une valeur importante à la vente finale. Ça, c'est tout à fait normal. Une entreprise multinationale, par exemple, se trouvant en RDC, qui a contribué, n'est-ce pas, à la réalisation du profit de 5 millions dans le cas d'espèces ici, cette entreprise, si elle peut aller acheter, n'est-ce pas, les voitures à venir et revendre ici en RDC, normalement, cette entreprise, vu qu'elle a contribué à la réalisation de ses profits, ne doit pas payer ses véhicules à un prix élevé. Voilà pourquoi l'administration fiscale doit vérifier si les profits ou bien la réalisation de ces véhicules ou bien de ces voitures a été réalisée par la compétition ou la concurrence de la filiale se trouvant en RDC ainsi que de la maison mère. Si cela est le cas, cela veut dire les prix de transfert en termes de vente de voitures de la maison mère à la filiale se trouvant en RDC ne doit pas être fixé à un montant élevé du fait que cette filiale aussi a contribué à la réalisation, n'est-ce pas, des profits ou des bénéfices ou soit à la création de tout ce qui est comme valeur de ces voitures-là. Ça doit être un prix de transfert qui doit être revu à la baisse parce que la filiale aussi a contribué, n'est-ce pas, à la réalisation de ces voitures. Voilà, c'est un peu ça, chers amis. Pour le reste, on va poursuivre avec les modules suivants. Merci beaucoup.